Dans la stratégie du Maroc, nous observons un grand changement de phase à partir du moment où on a eu la réintégration de ce pays dans l'Union africaine. Et cela a été en fait le résultat d'une stratégie, ou plutôt même d'un mix stratégique, qui a permis d'utiliser de nombreux contacts au sein des pays africains sur l'ensemble du continent et pas seulement dans une région confinée. Et cette politique a été couronnée de succès puisque nous avons eu la réintégration du Maroc sans aucun problème fondamental et on a enfin la complétion de l'ensemble de l'Afrique. Ainsi, maintenant, quand on dit l'Union africaine, on peut dire que nous avons une phase complète. Ça, c'est une étape importante qui a été réalisée par un État-nation conscient de sa capacité à engendrer une stratégie cohérente, constructive et pas seulement crédible. Ça nous permet aussi de comprendre que le Maroc ne voit pas son identité simplement dans un cadre conflictuel local, mais réalise que c'est un État qui est important à l'échelle du continent africain et qu'il a un énorme rôle à jouer au sein de l'Union africaine. À partir du moment où on a vu ce phénomène qui s'est réalisé de façon cohérente et, comme on l'a dit, constructive, nous avons eu une étape nouvelle qui a été franchie avec la délimitation de l'espace maritime du Maroc. Alors, c'est un problème fondamental parce qu'il ne concerne pas seulement le relief continental, pas seulement les eaux territoriales nationales, mais aussi, bien sûr, la ZEE, donc la zone économique exclusive, avec une extension jusqu'aux 200 000 nautiques. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le Maroc a réussi à créer un espace maritime sur l'ensemble de son territoire, donc sur l'ensemble des provinces, du nord jusqu'au sud, de façon cohérente, de façon stratégique, car nous avons un ensemble qui ne peut pas être remis en cause et qui montre une volonté nationale claire de franchir une nouvelle étape dans le domaine aussi de l'espace maritime. Donc, il y avait un statut au départ qui était relativement clair, mais il a été mis à jour et en plus mis en conformité avec le droit de la mer et des océans, ce qui représente maintenant un atout dans cette vision stratégique du Maroc, puisqu'on a une ZEE qui entoure l'ensemble de l'espace atlantique et un peu, bien sûr, méditerranéen, mais la partie la plus fondamentale se trouve dans l'océan Atlantique, qui fait que cette vision constructive va au-delà de nouveau d'un problème conflictuel local et renforce l'intégrité territoriale du Maroc de manière, nous pourrions dire, non seulement cohérente, mais mise en place à l'aide d'instruments juridiques sur le plan du droit de la mer qui soient cohérentes avec l'ensemble des États. Ce qui est important maintenant, c'est qu'à partir du moment où on a eu la déclaration de la ZEE, nous aurons aussi à voir comment ça va se passer au niveau de la délimitation, en particulier avec les pays voisins comme l'Espagne, bien sûr le Portugal et aussi la Mauritanie. Mais dans ce cadre, il est clair que le Maroc, de toute manière, veut passer par un dialogue. Et donc, cette étape qui sera ultérieure, ça sera l'étape à suivre après cette déclaration et cette délimitation de l'espace maritime, puisqu'à partir du moment où on a un chevauchement, il faut parler, bien sûr, avec les autres. Donc, deux points très importants, la réintégration dans l'Union africaine et en plus la création de l'espace maritime marocain au sens le plus large du terme, donc de manière stratégique et cohérente. Cela nous amène à reconsidérer maintenant
le problème qu'on appelle le problème du Sahara, eh bien, de se dire que d'un côté, nous avons une mise en place d'un processus d'autonomie élargie et de développement stratégique de la région, et de l'autre côté, nous avons une entité vraiment fictive au niveau de la RASD qui ne représente rien, ne propose pas de solution cohérente et constructive pour la population, mais représente en fin de compte les vestiges d'un passé idéologique. Elle n'a pas réussi son pari en tant que structure. Quant au Polisario, en fait, nous voyons au fur et à mesure des années qu'il ne peut pas constituer un élément représentatif, car en réalité, la plupart de la population locale est déjà représentée par le Maroc lui-même sur le plan de l'autonomie, avec un développement vraiment spectaculaire ces dernières années, et cela continue. Donc nous avons d'un côté une stratégie d'un État-nation qui connaît son histoire et qui voit son futur grâce à cette stratégie, et de l'autre côté, nous avons plutôt une politique qui est basée d'une part sur l'idéologie, ensuite sur un soutien d'un État voisin qui tente par tous les moyens de se faire connaître comme un État observateur, alors que nous comprenons très bien qu'il a d'autres visées, et en particulier, une visée importante qu'il faut souligner, c'est la volonté d'avoir un accès sur l'espace atlantique. Donc, si nous réfléchissons bien, en réalité, la population est utilisée en termes d'otages, et nous le voyons très bien d'ailleurs dans la gestion des camps, qui refusent encore d'être comptabilisés par des institutions officielles. Donc, en fait, on ne sait jamais exactement de combien de personnes on parle. Donc, ça, c'est un point au niveau du nombre de la population. L'autre point, c'est qu'évidemment, c'est que la gestion de ces camps se fait de façon autoritaire. Ça n'a rien à voir avec des processus démocratiques. Et donc, il n'y a pas de comparaison à faire, puisque d'un côté, on a la liberté des peuples qui est exprimée via une volonté stratégique, constructive, cohérente et crédible, et de l'autre côté, on a un fondement idéologique qui n'arrive pas à se mettre en place, qui n'arrive pas à convaincre les autres, et c'est pour ça que même les reconnaissances qui ont été obtenues par le passé, finalement, on a eu une annulation de ces reconnaissances, car tout simplement, les États, et bien sûr des États africains, ont très bien compris que cette politique ne mène à rien,